Bonjour et bienvenue au Female Gaze Book Club. La vidéo que vous vous apprêtez à voir a été enregistrée lors de notre rencontre avec Tiffany Cooper et Lucille Quillet le 25 octobre 2024 à Lyon pour la sortie de leur ouvrage Le prix à payer, pourquoi le couple hétéro appauvrit les femmes et nuit à l'amour. On remercie le Mob Hotel qui rend ces événements possibles et si vous voulez venir au prochain, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Du coup, la première question qu'on voulait vous poser, évidemment, c'est comment est né ce projet. Donc, c'est l'adaptation en BD de l'essai écrit par Lucille avec les illustrations de Tiffany. On s'est rencontrés, on a été interviewés par un média dont on taira le nom. Ce que j'aime raconter à chaque fois, c'est que on était toutes les deux interviewées pour je sais plus quoi. D'ailleurs, c'était quoi le sujet ? Les inégalités dans le couple. On a interviewé et là, pour la première fois de ma vie, il y a quelqu'un j'arrivais pas à en placer une et j'étais fascinée parce que moi, je parle beaucoup et j'étais là, waouh. Ensuite, après, on s'est changé nos numéros et on est devenues copines. On a discuté au début, on s'est laissé des vocaux, des textos, des trucs. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est dit qu'on aimerait bien faire un truc ensemble. Et j'ai proposé à Lucille de faire un cross-post. On s'est dit qu'il faudrait faire une sorte de version courte de son livre. Et j'ai demandé à Lucille d'écrire des trucs. Et en fait, tu m'as fait 12 pages, c'est ça ? On s'appelle et elle me sort 12 pages. J'étais la meuf, détends-toi. Moi, j'avais jamais fait de BD, tu vois. Donc, attends, je remets un peu mon truc. Moi, Battle, vas-y. Attends, Elle a mis sur le canapé. moi, j'étais un peu vénère après, pendant, avant, après, tu vois, l'écriture du prix à payer. Parce que ça met un peu les nerfs quand même. Et je rencontre Tiffany et je lis Home Sweet Home que tu m'envoies. Et je rigole. Et je me dis, putain, c'est trop bien. Elle parle des sujets graves en faisant rire, quoi. Et c'est tellement bon de rire dans le militantisme. Et du coup, on s'échange des mille notes vocales, on fait des podcasts et tout, tu vois, de notes vocales. Et je me suis dit, mais moi, j'adore cette capacité-là à faire rire sur des sujets graves. Et j'aimerais tellement faire ça avec les idées du prix à payer. Et là, on se dit, il faut qu'on fasse un truc sur Instagram ensemble. Donc, elle me dit, vas-y, fais un petit brainstorming des idées principales, des petites scénettes, des trucs que t'imagines. Moi, j'ai jamais fait de BD, donc évidemment, je fais 12 pages. J'étais là. Moi, en termes de temps de travail, j'étais là, j'en ai pour 40 publications. Dans une illustration, il y a une ligne de texte, pas 5. Et c'est là que je t'ai dit, on va peut-être faire un bouquin, mais d'abord, on peut peut-être faire une publication. Voilà, on se dit, en fait, il y aurait matière à faire un bouquin, mais on va faire la publication. Et on a fait la publication Instagram pour la Saint-Valentin. Ouais, pour bien pourrir l'ambiance. Voilà. On a fait un avant, pendant, après. Avant le jour la veille de la Saint-Valentin, pendant le jour de la Saint-Valentin et après. Et en fait, on savait que ça plairait, mais genre là, c'était l'explosion. Vous savez, sur Instagram, on peut voir quand les gens partagent. Et genre là, moi, je faisais que j'étais au resto et j'étais là, scroll. Et genre, ça ne s'arrêtait plus. Il y avait des centaines et des milliers de partages. Et donc, on a fait cette publication et en fait, ça a vachement plu. Et on a commencé à démarcher des maisons d'édition. On voulait faire une coédition parce que ton essai, il a été publié par Les Liens qui libèrent. En fait, on en a parlé aux Liens qui étaient trop motivés, super partants, sauf qu'ils font pas de BD. Ouais, ils font pas de BD. Donc, ils se sont mis en quête d'un coéditeur. Et puis après, on a trouvé chez Le Duc. Ouais. Et là, voilà, il y a là, quoi. C'était Et donc, c'était, je sais plus, ouais, on a signé le contrat en juillet. C'était revenu de ton projet de maths en novembre. J'ai signé les contrats le dernier jour avant. Dites-fois qu'on a pondu cette BD en 7 mois quand même, 6 ou 7 mois. Ouais, et après on s'y mis en décembre. Ouais, novembre, un truc comme ça. Bref, on l'a fait en moins d'un an. C'était intense, mais maintenant, c'est là. Et c'est là, devant vous. L'idée de cette BD, c'était aussi de rendre le contenu de l'essai plus accessible, j'imagine, de pouvoir le faire lire à des personnes qui n'iraient pas acheter un essai en librairie. Ouais, parce que tout le monde n'a pas envie de lire un essai, tout le monde ne va pas dans le rayon essai. Moi, j'ai pas mal de lectrices qui m'ont dit je l'ai commencé, c'est trop bien, mais c'est tellement que du coup j'ai arrêté parce que j'y vais mollo. Donc tu sens quand même qu'il y a... voilà, parfois ça peut faire écho à des ressentis, être un peu lourd. Et puis après, c'est vrai que ça met en colère aussi. Même si, tu vois, dans le livre, j'essaie de donner des pistes de ce qui pourrait changer, notamment au niveau politique. Là, le but, c'était de faire rire, de faire écho au quotidien, de déculpabiliser aussi, parce qu'on est tous concernés, tu vois, enfin, tous et toutes. Donc voilà, c'était faire rire. Après, on l'a aussi pensé, tu vois, pour des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés au féminisme. On l'a aussi pensé pour les mecs qui s'enferment pendant une demi-heure aux toilettes. Que font-ils ?
Vraiment ça, on l'a aussi fait. On a fait, vraiment, c'est genre trempé dans du sucre et des blagues. Parce que ils n'achètent pas les livres de toute façon, pour que ça traîne. Parce que moi, Home Sweet Home, ça a fait ça. C'est-à-dire que la plupart des meufs m'écrivaient en me disant ah, mon mec a pris le livre en faisant putain, Corinne, elle est féministe. Et à chaque fois, vu que c'est une BD, ils sont là. Et qu'en fait, ils se marraient et qu'elle me disait ils sont en train de se marrer. Et du coup, le message passe. Le message passe. C'est de la manipulation. Voilà, c'est de la manipulation. Tu vois, c'est pour ça que d'ailleurs sur la couverture, on a mis un petit Cupidon qui dit encore un livre de féministe, tu vois, en se disant Jean-Michel Relou, il va voir ça en disant c'est exactement ce que je pense. Et du coup, il va ouvrir, il va faire oh, et la couverture, voilà. Donc c'est à la fois pour des femmes comme nous, pour nos mères, pour nos grands-mères et pour nos oncles relous. D'ailleurs, l'oncle relou est un des personnages récurrents de la BD. Voilà, on s'est amusé à imaginer aussi des personnages qui allaient aider chaque personne à s'identifier, à rentrer dans la BD. C'était du coup un peu le 3e épisode du prix à payer, parce qu'il y a eu une version poche qui est sortie l'an dernier, si je me trompe pas. 2021, c'était l'essai, 2022, c'était le poche, et là, on est en 2024. Ouais. Nous sommes en 2024, merci. Ouais, voilà. Et donc, dans la version poche, tu avais déjà ajouté une préface par rapport à la première édition, dans laquelle tu expliques l'effet que ça a eu sur des gens, les merci que des personnes t'ont adressés, les divorces que ça a pu causer aussi. Ouais. T'es là, du coup, votre livre, j'ai divorcé, quoi. Donc t'es là, félicitations. Du coup, je sais pas, merci de me dire félicitations et tout. C'est parce que du coup, c'est que ça allait pas trop, quoi. Donc c'est un peu... Est-ce que tu t'attendais à recevoir autant de retours de la part de tes lectrices ? Non. En fait, je m'attendais pas à grand-chose. Je crois que je l'ai écrit pour moi me purger, quoi, si on peut dire ça comme ça. Mais comme un radiateur. Non, mais j'étais journaliste depuis longtemps. J'avais envie de dire beaucoup de choses. Je trouvais pas forcément la place dans les magazines. Je veux dire, en fait, j'ai pitché plein de sujets à des magazines sur les inégalités d'argent au sein du couple. On ne prenait rien. Donc au final, j'ai tout mis dans le, dans le livre. Et moi, ça m'a fait un bien fou parce que j'avais l'impression de délivrer ce que je voulais partager depuis longtemps. Donc le livre est sorti et j'en attendais pas grand-chose. En plus, quand tu écris un livre, tu sais jamais comment c'est. Et je pensais même m'en prendre peut-être un peu plein la gueule, tu vois, parce que quand j'en parlais autour de moi, notamment quand je parlais de la charge esthétique, tu vois, donc de tout ce qu'on dépense dans le maquillage, la beauté, pour être les bonnes candidates au couple et être considérées comme des femmes normales qui prennent soin d'elles. Même, tu vois, les femmes autour de moi, qui étaient quand même un peu sensibilisées à ces sujets-là, me disaient c'est marrant, t'abuses. Moi j'ai juste une crème Nivea qui coûte 2 € et puis personne ne force et puis les hommes se rasent, tu vois. Enfin, je dis bon, ok. Donc tu dis peut-être que beaucoup de gens vont se dire ouais, elle craque, c'est la seule à penser tout ça. Après, Dieu merci, il y a l'INSEE. et les statistiques et tout le travail des statisticiennes et chercheuses qui sont des femmes, enfin tu vois, la majorité des études qui sont citées, c'est fait par des femmes. Et je n'ose même pas imaginer les potentielles difficultés qu'elles ont eues à faire tel sujet de recherche sous tel angle et tout. Parce que voilà, monde académique aussi très, très sexiste à sa façon. Donc je m'attendais à rien, mais moi je me sentais soulagée. Et en fait, le livre est sorti, je pense qu'il y a eu un timing aussi, parce que cette rentrée littéraire-là, il y avait le livre de Mona Chollet, Réinventer l'amour. Il y avait Les couilles sur la table qui sortait en livre, Le cœur sur la table, pardon. Il y avait Sortir de l'hétérosexualité, Juliette Roire. Donc, il y avait, voilà, moi, j'interprète un peu ça comme, il y a le post-MeToo, il y a le post-confinement. On est tous ramenés chez nous, dans la vie privée, où tu dis, bah cool, hommes et femmes vont être à égalité devant le lave-vaisselle. Et en fait, tout s'est exacerbé. Voilà, il n'y a pas eu plus d'égalité, il y a eu plus d'inégalité. Donc, on a interrogé plus l'espace intime et tout. Et c'est vrai que l'accueil a été formidable. Franchement, à titre professionnel, c'était juste c'était merveilleux.
et d'avoir plein de messages de lectrices qui me disaient c'est des mots sur ce que je ressentais mais que j'arrivais pas à formuler. J'ose pas aborder ce sujet-là avec mon conjoint parce que j'ai peur d'être jugée. Des femmes qui m'écrivaient voilà, moi je suis retraitée et en fait c'est ma vie de carrière mise entre parenthèses, de sacrifice pour les enfants. J'aurais aimé lire votre livre quand j'avais 20 ans. Franchement, c'était incroyable, quoi. J'ai gardé tous ces messages et j'ai fait un dossier, tu vois. Et les jours où ça va pas, je lis ça. Et je me dis, oui, ça sert à quelque chose. Et là, pour la première fois de ma vie, il y a quelqu'un qui... J'arrivais pas à en placer une. Et j'étais fascinée. Parce que moi, je parle beaucoup. Et j'étais là, waouh. Et j'étais pas du tout là. Genre, c'est souvent, j'étais là, fascinant. J'étais là... voilà, et j'étais là, incroyable. Et puis elle parlait, elle était dans un truc. Et donc déjà, j'étais là, waouh. Et ensuite, après, on s'est échangé nos numéros. Et on est devenues copines, on a discuté au début, on s'est laissé des vocaux, des textos, des trucs. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est dit qu'on aimerait bien faire un truc ensemble. Et j'ai proposé à Lucille de faire un cross-post. On s'appelle et elle me sort 12 pages. J'étais la meuf, détends-toi. J'étais un peu vénère après, pendant, avant, après, tu vois, l'écriture du prix à payer. Parce que ça met un peu les nerfs quand même. Et je rencontre Tiffany et je lis Home Sweet Home que tu m'envoies. Et je rigole. Et je me dis, putain, c'est trop bien. Elle parle des sujets graves en faisant rire, quoi. Et c'est tellement bon de rire dans le militantisme. Et du coup, on s'échange des 1000 notes vocales, on fait des podcasts et tout, de notes vocales. Et je me dis, mais moi, j'adore cette capacité-là à faire rire sur des sujets graves. Et j'aimerais tellement faire ça avec les idées du prix à payer. Et là, on se dit, il faut qu'on fasse un truc sur Instagram ensemble. Donc elle me dit, vas-y... fais un petit brainstorming des idées principales, des petites scénettes, des trucs que tu imagines. Moi, j'ai jamais fait de BD, donc évidemment, je fais 12 pages. Donc j'étais là. Moi, en termes de temps de travail, j'étais là, j'en ai pour 40 publications. Dans une illustration, il y a une ligne de texte, pas 5. Et c'est là que je t'ai dit, on va peut-être faire un bouquin, mais d'abord, on peut peut-être faire une publication. Voilà, on se dit, en fait, il y aurait matière à faire un bouquin, mais on va faire la publication. Et on a fait la publication Instagram pour la Saint-Valentin. Ouais, pour bien pourrir l'ambiance. Voilà. On a fait un avant, pendant, après. Avant le jour la veille de la Saint-Valentin, pendant le jour de la Saint-Valentin et après. Et en fait, on savait que ça plairait, mais genre là, c'était l'explosion. Ça a vachement plu. Et on a commencé à démarcher des maisons d'édition. On voulait faire une coédition parce que ton essai, il a été publié par Les Liens qui libèrent. En fait, on en a parlé aux Liens qui étaient trop motivés, super partants, sauf qu'ils font pas de BD. Ouais, ils font pas de BD. Donc ils se sont mis en quête d'un coéditeur et puis après on a trouvé chez Le Duc. On l'a fait en moins d'1 an. C'était intense, mais maintenant... C'est là. Et c'est là, devant vous, devant vos yeux. Voilà. T'as vu, on parle beaucoup. Et c'est parti. Rendez-moi le mien. L'idée de cette BD, c'était aussi de rendre le contenu de l'essai plus accessible, j'imagine, de pouvoir le faire lire à des personnes qui n'iraient pas acheter un essai en librairie. Ouais, parce que tout le monde n'a pas envie de lire un essai, tout le monde ne va pas dans le rayon essai. Moi, j'ai pas mal de lectrices qui m'ont dit je l'ai commencé, c'est trop bien, mais c'est tellement que du coup j'ai arrêté parce que j'y vais mollo. Donc tu sens quand même qu'il y a parfois ça peut faire écho à des ressentis, être un peu lourd. Et puis après, c'est vrai que ça met en colère aussi, même si tu vois, dans le livre, j'essaie de donner des pistes de ce qui pourrait changer, notamment au niveau politique. Là, le but, c'était de faire rire, de faire écho au quotidien, de déculpabiliser aussi, parce qu'on est tous concernés, tu vois. On l'a aussi pensé, tu vois, pour des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés au féminisme. On l'a aussi pensé pour les mecs qui s'enferment pendant une demi-heure aux toilettes. Que font-ils Vraiment ça, on l'a aussi fait. On a fait vraiment, c'est genre tremper dans du sucre et des blagues, parce que ils n'achètent pas les livres de toute façon, pour que ça traîne. Parce que moi, Home Sweet Home, ça a fait ça. C'est-à-dire que la plupart des meufs m'écrivaient en me disant mon mec a pris le livre en faisant putain, encore un livre féministe. Et à chaque fois, vu que c'est une BD, ils sont là de la même. Et qu'en fait, ils se marraient et qu'elle me disait ils sont en train de se marrer et du coup le message passe. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Tu vois, c'est pour ça que d'ailleurs sur la couverture, on a mis un petit Cupidon qui dit encore un livre de féministe, tu vois, en se disant Jean-Michel relou, il va voir ça en disant c'est exactement ce que je pense. Et du coup, il va ouvrir, il va faire oh. Et la couverture est voilà. Donc c'est à la fois pour des femmes
comme nous, pour nos mères, pour nos grands-mères et pour nos oncles relous. D'ailleurs, l'oncle relou est un des personnages récurrents de la BD. Voilà, on s'est amusé à imaginer aussi des personnages qui allaient aider chaque personne à s'identifier, à rentrer dans la BD. Très bon cadeau de Noël en perspective alors. Donc ça a été vraiment... Et ça a duré aussi. Dès que je vais dans une librairie, son livre il y est, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'ai avec Lucille, on fait ah oui je l'ai lu et d'ailleurs depuis que je l'ai lu, j'ai décoché tel truc dans mon truc d'impôt ou de je sais pas quoi. Voilà, et en fait beaucoup de femmes l'ont lu et puis elles ont changé un petit truc dans leur quotidien. Et il a eu un vrai impact, hein, c'est marrant. Il a duré longtemps. Autant il y a des livres qui durent pas trop dans le temps, autant ce livre-là, je trouve qu'il dure. Et c'est ça, on s'est dit en fait ça passe pas de mode ce sujet, c'est pas que c'est une mode, mais non, mais en tout cas on s'est dit comment le faire rayonner encore, comment diffuser ses idées encore de façon plus durable. Et la BD, ça nous semblait la bonne façon de tirer le fil, quoi. C'est ça que je trouve hyper chouette, c'est qu'il est trempé dans du sucre et dans j'oublie l'expression, badé dans des blagues. Mais on perd pas. Enfin, il y a toujours le côté. Il y a vous citez des études. Alors vous faites des petites minutes culture, des petites minutes phobie administrative pour expliquer des concepts. Mais du coup, vous arrivez à garder quand même ces citations d'études et ces références là. Et du coup, en fait, comment vous avez travaillé pour l'adaptation en fait en tant que telle? On travaillait en gros par étapes. On faisait avant, pendant, après. Lucille reprenait son essai et elle prenait les idées principales qu'elle voulait garder et ensuite elle venait vers moi avec un texte et à partir de là, elle avait déjà quelques idées et à partir de là, moi je venais lui dire non pas la structure mais genre ah ouais là ça c'est drôle, comment on peut améliorer cette blague, etc. On s'est beaucoup embrouillé pendant la BD, pas du tout, parce que nous avons des méthodes de travail très différentes. Attends. Ah, tu prends le micro, attention. Bah ouais, attends, n'importe quoi. Non, on a des méthodes de travail radicalement différentes. En fait, c'est ça. Il a fallu, comme un couple, s'entendre. Moi, ouais, je suis une ma psychopathe work de l'orga. Si tu respectes pas une deadline, Tiffany, elle je t'envoie te un casse les mail ou couilles. un message, tu réponds pas dans l'heure, tu vois. Ouais, moi, je suis un peu comment on dit, un général de l'armée, voilà. Ah ouais, c'est un général, tu vois. Elle a un calendrier. Et puis on avait genre le premier rendu, c'était en janvier, puis elle était là, ah mais je suis un peu en retard. J'étais là, pardon, je ne crois pas. Enfin bref. Donc comment ça va et tout. Alors que moi, t'es plus souple. Je suis. Ouais, je procrastine. Je travaille dans le rush. En fait, on n'avait pas la même méthode de travail, mais on avait quand même le même a appris esprit. à communiquer. Non mais attends, on s'appelait, on se voyait dans des cafés, on brainstormait ensemble. Et par contre, sur le fond, sur la créativité, on s'est marré. Non mais je voulais juste get that out of the way pour être parce que j'ai pas envie de faire genre c'était génial. Machin. Non, il y a plein de moments où j'étais hyper intransigeante et elle était crispée par le fait que voilà. Mais les moments où on était dans des cafés ou au téléphone à se dire et là on pourrait faire des fous rires. Des fous rires, on était là. Et tu connais le gif de machin et la vidéo. Et en fait, on partait. Et du coup, on avait un mot. Portugal. On avait un mot de passe. Comment on dit, un safe word. Pour quand on dérivait. Portugal. Parce qu'une fois, moi, je sais pas pourquoi. La publication Instagram. Tu parles d'un truc, tu parles et moi machin, et moi nan, et il y a un ex bidule et nana. Et quand je suis allée au Portugal en 2011, et on était là, waouh. En fait, on devait parler de la stade, tu vois. Ouais. Et du coup, on essayait de se cadrer parce qu'on parle beaucoup, comme vous pouvez le voir, et on rebondit et tout. Donc non, mais ça a été un travail collaboratif fait en intelligence, en créativité, et honnêtement, en très bonne synergie, et avec des méthodes radicalement et même dans les disputes, oui. En fait, ça nous forçait à devoir trouver des façons de s'expliquer et de dire, ok, moi j'admets que je suis un peu raide, oui, moi là. Et en fait, franchement, moi je me fais pas chier en général avec les gens me saoulent. Mais avec Lucille, c'est vrai. Mais avec Lucille, tu sais, ça fait partie de ces relations importantes où tu mets l'effort pour que pour se comprendre et en fait ça fait des bonnes amitiés. Parce que si on est assez franche, donc tu vois, on se dit les choses. Je crois qu'en fait la question c'était aussi sur comment on a imaginé, tu vois, les rendez-vous, la minute culture et tout. En fait, moi quand j'ai repris le livre, j'ai avec mes stabilos, tu vois, de toutes les couleurs, le bleu pour les chiffres qu'on garde, le jaune pour les citations, le vert pour les référence culturelle, parce que j'aurais pas pu écrire le prix à payer seul, tu vois. T'es obligé de parler de Wendig Wittig, t'es obligé de parler du genre du capital, c'est des incontournables et c'est du travail collectif en fait. Tout ça. Enfin, après on peut dire la littérature c'est du travail collectif et tout, voilà. Mais
à un moment, il y a des choses qu'on a complètement exclues. Il y a plein notamment de références culturelles dont je parle dans le Bridget Jones, genre Bridget Jones, genre Britney Spears. Tu lui dis, Tiffany, meuf, elle m'a dit, boomer. moi je veux pas. Non, puis toi, t'avais pas envie de dessiner Bridget Jones, tu vois. C'était plus compliqué de tu vois. Et puis Et ça par parle, contre- ça parle à une certaine génération. Voilà. Et on voulait parler à tout le monde. Et on se dit, mais par contre, on est obligé de citer des références. Tu vois, Monique Wittig, c'était incontournable. Donc, comment on le fait alors que c'est un peu jus de crâne, on va dire, et que c'est pas accessible pour tout le monde. On s'est dit, en fait, ouais, jus de crâne, on va faire des rendez-vous, la Minute Culture, tu vois, où du coup, c'est en mode la grande librairie, petit. On aurait dû appeler ça comme ça, la livre. page jus de crâne. Non, mais La page jus de crâne. ça aurait été Phobie génial. administrative, on était Pas trop mal. contente parce que Ouais. en fait, t'es obligé de parler de trucs administratifs, techniques quand tu parles des pensions de réversion, quand tu parles de la conjugalisation des impôts. Ça fait chier tout le monde, alors que ça concerne tout le monde. Tout le monde déclare des impôts. Enfin, tu vois, c'est Administratif, t'as ça déclaré saute des revenus et tout le monde. Ouais. Mais c'est vraiment du quotidien et c'est tellement important, tu vois. Mais il y a des trucs on n'a pas pu rentrer dans le détail. Mais ça, pour moi, c'était vraiment important qu'on dise en fait, voilà, il y a plein d'aides. Les APL, le RSA, la prime d'activité, les pensions de réversion, l'allocation de soutien familial, où on va prendre en compte le revenu de ton conjoint pour savoir s'il y a droit ou pas, tu vois, ce qui est pour moi un truc super sexiste et rétrograde. C'était très, très, très important de l'expliquer parce que ça concerne plein de gens. Il y a plein de gens qui ne sont pas au courant. Mais tu dis comment on rentre là-dedans, on rentre dans le technique, sans perdre quelqu'un, on est dans une BD. Et ce livre m'a Donc saoulée, là, on voilà. s'est dit, bah vas-y, parfait. Typo chair de poule, phobie administrative. Araignée qui pend du plafond. Tu vois, et on rigole et on fait en fonction de ce que ça nous, voilà, des ressentis que ça nous provoque. Ça me stresse, vas-y, on va annoncer, c'est stressant, bah, tu vois. Mais on le fait en mode pédagogue. Donc, on a aussi essayé de convoquer un peu des idées avec des personnages. On voulait avoir des personnages récurrents. Voilà. Il y en a Donc il y a d'ailleurs. le Cupidon qui n'a pas de slip et à qui des lapins essaient de refiler un slip tout le long de la BD. Se cotise pour lui acheter Se un cotise slip pour chez lui H&M. acheter un slip. Donc le Cupidon, tu vois, qui représente un peu cet idéal du couple romantique qui se remet pas du tout en question, qui a la flemme, tu vois, de faire le taf de l'égalité. Il y a Napoléon qui est là, tu vois, qui représente vraiment le vieux monde mascu. ancien et le patriarcat. T'as l'oncle relou qui était très très précieux, l'oncle relou, parce que c'est le mec qui vient et qui dit Nous avons tous et toutes dans notre famille. c'est quoi, mais n'importe quoi, et les hommes ils payent beaucoup de pensions alimentaires, et elles ont la chance de pas travailler, tu vois, pour qu'on réponde directement à ça, directement, parce qu'on est malgré nous, je pense tous pétris de ces stéréotypes et idées reçues sur le couple et l'argent et sur le fait que les femmes profitent, tu vois, et du coup vraiment de le formuler noir sur blanc, comme on met encore un livre de féminisme sur la couverture, pour répondre à ça. Et ça, moi j'ai adoré, tu vois, ce travail créatif. Et surtout d'imaginer trouver des des blagues, ça, personnages. franchement, c'est ce que je préfère dans mon métier. Parce que dénoncer des sujets qui nous énervent, je kiffe. Mais déjà, quand tu trempes tout dans l'humour, ça passe mieux. Et trouver des blagues, je crois que c'est ce que je préfère dans mon boulot. Et honnêtement, et je le dis, Lucille est une des, je crois, la femme qui me fait le plus rire au monde dans mon entourage proche. Non, mais c'est vrai. Alors après, il y a, tu vois, le stand-up, je sais pas et tout. Mais genre, dans mon entourage proche, à chaque fois que je la vois, même quand elle arrive en retard, et des fois, je suis là, putain, elle est encore en retard et tout. Vous voyez, comme je suis crispée pour tout. Et en fait, au bout de 5 minutes, elle me fait marrer et je suis là. Voilà, et elle a un truc comme ça. Et du coup, écrire des blagues avec elle, c'était vraiment très cool. Dans les grandes lignes, dire de quoi ça parle, puisque tout le monde ne l'a pas lu. Si on résume en 2 phrases, c'est ce que c'est ce que le couple hétéro coûte aux femmes, puisque ce qu'on découvre dans ces livres, c'est que le couple hétéro appauvrit la femme et enrichit l'homme. En fait, le piège déjà, petite introduction, quand on parle d'argent, c'est qu'on parle de l'argent qui existe. Donc, ce qu'on dépense. Et donc là, très rapidement, on se dit, bah ouais, mais les hommes, ils ont plus d'argent, donc ils dépensent plus. Moi, je paye pas 50% du loyer, donc c'est profil bas. T'as pas intérêt à ce qu'on parle d'argent, parce que tu participes pas autant que ton mec, donc voilà. En fait, ça devient intéressant quand on parle de l'argent qu'on touchera jamais au nom du couple et de la famille. Donc ça, c'est vraiment le coût d'opportunité. Et après, même dans les dépenses qu'on fait, ce qu'on va pas investir, ce qu'on va pas épargner et tout. Alors, j'ai essayé de faire vite. En gros, déjà, on est éduqué à l'idéal du couple hétéro. Les femmes sont éduquées à désirer l'amour, à être aimées. On nous apprend qu'une vie réussie, c'est une vie avec un mari, des enfants, l'amour des autres, là où les hommes, eux, sont beaucoup plus
pousser vers des concepts qui ne mettent pas en danger leur autonomie, leur individualité, donc le pouvoir, l'argent, tout ça. Voilà. Avant d'être en couple, il y a la charge esthétique, donc c'est tout ce que je dois faire pour me montrer patte blanche, montrer que je suis motivée à plaire et que je suis une bonne femme qui coche les cases. Donc être épilée, Une bonne candidate au couple hétéro. Donc être épilée, être maquillée, être coiffée, être mince, mettre des talons, tu vois, voilà. Alors on dit oui, mais personne ne vous force à le faire et personne ne te force à t'épiler. Ok, si j'arrête de m'épiler demain, si j'arrête de maquiller, si j'arrête de me coiffer, c'est backlash général. Pas que en couple, mais parce que le male gaze a infusé de partout. Ça limite en fait les chances. Au travail, en famille, entre amis, dans la société, tu passes ton temps à te justifier. Mais tu serais si bien si tu prenais un peu soin de toi. Tu pourrais faire un petit effort. Tu pourrais faire un petit effort. Dire, tu t'épiles pas au travail, clairement, on va dire, c'est quoi cette velue, tu vois, dégueulasse. Il y a des statistiques qui prouvent que les gens qui se maquillent sont mieux payés. Mieux rémunérés. Ouais. Bah, bien sûr, parce que ça fait professionnel, sinon tu as l'air fatigué et tout, tu vois. Donc voilà, donc ça, c'est quand même une charge esthétique importante. L'exemple... Pour la charge esthétique, il y a 2 chiffres. Il y a l'épilation. Donc moi, je regarde si un forfait moyen d'épilation, si tu fais le forfait jambes, maillot, aisselle chez l'esthéticienne, 60 € par mois pendant, je ne sais plus combien, 35. Plus de 20 000 balles, quoi. Bon, 20 000 balles, tu fais beaucoup de choses. Donc ça veut dire que les femmes partent déficitaires statistiquement de 20 000 balles. Ouais. Que les hommes, eux, ne dépenseront pas. Voilà. Mais après, tout le monde ne va pas chez l'esthéticienne tous les mois pendant 30 ans, tu vois. Oui, donc, en moyenne. Voilà. Mais c'est pour donner une idée. Après, tu as le deuxième chiffre, test, on va dire que moi j'aime bien, c'est le test de la salle de bain, que moi j'ai fait au moment d'écrire le préapier. C'est-à-dire que je vais donc moi je suis en couple hétéro, normatif. Standard. Je vais dans la salle de bain et je compte mon panier de produits à mon usage exclusif. Donc bon, t'enlèves le dentifrice, t'enlèves, tu vois, les trucs qui tombent un peu sous le sens. Et je compte celui de mon conjoint. Et moi, j'ai 1 000 € de vernis, de maquillage, de lisseur, de sèche-cheveux, de brosse, de, tu vois, sérum, de soins, de crème, de achat, tu vois, des machins. Et lui, il a 5 € de Listerine. C'est un panier moyen, encore une fois. Et donc, tout le monde ne dépense pas 1 000 € de produits de beauté. Mais ne serait-ce que le maquillage. Mais voilà, en fait, juste tu fais l'écart, quoi. Tu fais l'écart et tu multiplies par année. Et tu dis, ça fait cher, quoi. Après, il y a aussi la charge contraceptive. Ça, on l'a mis avant le couple. Parce que même quand tu n'es pas en couple, mais que tu as une activité sexuelle, tu vois, des coups d'un soir ou des trucs comme ça, ça compte quand même. Et la contraception, on voit ça comme un droit des femmes, où les hommes n'ont absolument aucun droit d'ingérence, de quoi que ce soit. Sauf que, c'est pas toujours remboursé, c'est pas cher, t'as les dépassements d'honoraires, toute la bonne santé sexuelle d'un couple, elle se fait chez le gynéco, consultation des femmes. Je veux dire, jamais les hommes ne vont à un rendez-vous médical, c'est fou, enfin, du moins pas obligatoire, qui va bénéficier aux 2 personnes d'un couple. Et les hommes n'ont pas eu les enfants dont ils ne voulaient pas parce que des femmes ont fait le travail contraceptif. Et en fait, une super étude de la Haute Autorité de Santé qui a chiffré le reste à charge selon que tu prends des pilules remboursées, pas remboursées, le patch, l'implant et tout. Et tu vois, ça va de 1 000, 3 000, 4 000, 5 000, 7 000, tu vois, à l'échelle d'une vie. Bah voilà. En plus, l'addition, elle commence à s'allonger, tu vois. Ça, plus le mascara, on a fait, plus la pilule, le stérilet, la pilule du lendemain, le test de grossesse, voilà. Les capotes en général, c'est les meufs qui les achètent aussi. Ouais, parce que t'as tout ça aussi, tu vois. Dans le livre, on a fait le petit sac d'argent qui pue, c'est le tabou de l'argent, tu vois. Et à la fin de plein de chapitres, il fait l'addition. Tu vois, donc, et tu vois que ça il est dans une piscine façon Picsou Magazine. Voilà. Et ça coûte. Et en plus, tu te dis, la contraception, c'est pas que de l'argent, c'est du temps. C'est quand tu poses un jour de congé parce que tu as une urgence gynéco à 15h et que tu as que ce rendez-vous-là et que du coup, au travail, on dit... C'est l'impact sur le corps aussi. Et c'est ton... Voilà. Donc, en fait, tu dis, c'est gestion enfin, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de la charge mentale. Parce que de calculer tel jour, 3 semaines, combien, tu vois. Voilà. Et en plus, parfois, tu as des dommages collatéraux à la contraception. Et donc, en fait, tu vois, quand j'ai écrit le livre, je me disais, les hommes devraient payer 50%. Mais en fait, ils devraient payer 100%, quoi, parce qu'ils ont juste rien à faire à côté. Et c'est une charge énorme dont ils bénéficient énormément. Et pour tout, d'ailleurs,
les consultations de gynéco, enfin, si t'es un couple long terme, etc., c'est quand même quasiment 70 balles une consultation Même de gynéco. plus. Moi, Je sais pas, ça doit faire un an et demi que je suis pas allée. Je ne sais plus. Non, par contre, tu mais demandes ouais. à un mec combien coûte une consultation gynéco. Là, Il je dit pense que quoi, tu 50 rigoles. balles, non? Tu sais, c'est comme les politiques quand tu leur demandes le ticket de métro. Oui. Ils sont Mais là, ça coûte combien un pain au chocolat? 12 euros? Oh là là, mec! Oh là là, sors de chez Pas toi. vrai. Ouais. Mais ils sont pas très curieux, tu vois. Ils demandent Donc pas il y a trop. avant, pendant. Ah, voilà, Ouais. attends, ça c'est avant, plus tout le côté charge sexuelle, donc susciter le désir, tu vois. La lingerie, attends, c'est quoi les chiffres déjà? La moyenne, je crois que c'est 131 € par an, 131 par versus. 28 € pour les mecs, tu vois. Pour des slips Mario Toi, Bros. tu de t'achètes chez un H&M. porte-jartel, une guépière, Voilà. un machin, Voilà. et ils s'achètent un caleçon Bob l'éponge, tu vois. Voilà. Donc c'est un peu deg. Je viens de dire Mario Enfin, Bros, Bob l'éponge, chacun Ouais, ses bon, rêves. voilà. Après, tu te mets en couple. Donc là, tu dis super, en couple, on fait des économies d'échelle par rapport au célibat, on gagne et tout, machin. Donc là, tu as, première chose, avant même les enfants, la gestion du budget. Moi, le truc qui me tue, c'est que j'ai 35 ans, dans ma génération, tu as cette idée que quand tu es féministe, tu brandis, tu vois, ta CB en mode Je suis fais indépendante. 50-50. Ouais. Je paye la moitié du resto, je paye la moitié du loyer, je suis une femme indépendante. Et en fait, 42% d'écart de revenus en moyenne en France au sein des couples. Donc tu fais 50-50, ça fait juste plus d'épargne pour ton mec, moins d'argent pour toi, quand tu as des écarts de salaire, au nom du féminisme. Donc là, genre, tu vois, ton cerveau explose et tout, c'est pas possible. Après, tu peux faire au prorata, donc tu dis, bon, bah voilà, moi je paye 30-40%, toi tu payes plus. T'imagines un premier date, combien tu gagnes? Ok, donc toi tu payes 13%, voilà, moi je paye 13% et toi tu payes. Et ça, c'est plus juste. Après, ce que j'appelle l'effet d'entraînement, c'est-à-dire que la personne qui gagne le plus, elle va donner le là sur le niveau de vie. Typiquement, c'est ton mec qui veut pas aller au camping et qui veut aller à Cuba et qui dit je paye les billets d'avion, t'inquiète bébé, tu vois, viens, je t'emmène. Et il te dit, toi tu vas payer la nourriture ou les cadeaux, tu vois. Mais en fait, ce budget-là, il est peut-être quand même plus élevé que ton budget camping. Et c'est une illusion d'égalité, parce que quand tu rentres et que la maison est dégueulasse et que tu dis quand même, tu aurais pu passer à sa pierre, et tu dis quand même, je t'ai amené à Cuba. Compense. Donc, sentiment de redevabilité derrière, parce que tu dis, j'ai profité de ça. C'est comme quand tu vis dans un grand appartement, parce que ton mec, il veut pas vivre dans 25 mètres carrés, tu payes moins de loyer, mais on te dit, bah ouais, mais tu profites de son... Ouais, le voilà. fameux truc de vie d'expat. Où c'est genre, la meuf est frustrée parce qu'elle travaille, elle a dû mettre sa vie de pro de côté. Et le mec lui dit, mais regarde où on habite, Regarde l'expérience mon habit, de ouf. de quoi tu Et te là, plains, mais je me tu vois. précarise en fait. À côté, elle a plus de taf, elle doit apprendre une langue, elle a plus de potes, elle a plus de, tu vois, faut tout reconstruire, et on est là, mais pourquoi tu te plains? Tu payes rien, t'es entretenu, t'as la belle vie, t'es sous les Et puis, il cocotiers. y a aussi ce truc de, pendant le couple, la charge domestique qui est qu'en fait, bah oui. alors le fameux truc, ça c'est les chiffres qui tuent. Ouais, ça c'est les chiffres qui tuent. Les hommes célibes, combien ils En fait, investissent ça c'est dans voilà. le... C'est Ah ouais, l'INSEE. des Vas-y, chiffres de l'INSEE. Vas-y, Ouais. explique. Quand un homme est célibataire, il fait 11 heures de ménage, reste à prouver, de tâches domestiques. Et une femme, 16 heures. Donc déjà, nous, on nous apprend à surinvestir aussi l'espace domestique, blablabla. Bien propre. Quand ils se mettent en couple, ils perdent 2 heures. Et les femmes en gagnent 7. 7. Donc lui, il est à ouais. 9h et elle est à 23. Donc lui, il a plus de temps pour lui. Parce qu'on nous apprend à être aux petits soins pour les autres, nanana, je vous la fais courte. Et ensuite, quand ils ont un enfant, ils gagnent 1 heure de changeage de couche peut-être, je sais pas. Et elle 5. Plus exponentielle. 5 heures. Voilà. Donc 28 heures. Donc si vous avez suivi C'est le une mec arnaque. célibataire, C'est fini. Voilà. le mec célibataire fait plus de tâches domestiques que le père d'un enfant. Voilà. Et ce qu'on n'a pas mis, mais c'est qu'à la séparation, une femme enlève 5 heures. Donc en fait, Enlève 5 heures. Ah oui. ouais. Donc Ça, le mec je- est un peu un enfant. Ça, Bref. j'avoue, je l'ai expérimenté quand tu te sépares. T'es là, oh, c'est fou comme du j'ai moins de temps. choses à faire. Ouais. Voilà, donc tu as évidemment cette inégalité de domestique, et l'argent que tu passes à faire la vaisselle, à faire la cuisine, à faire machin, bah, c'est de l'argent que tu passes pas ailleurs, et c'est surtout de l'opportunité, du temps dégagé pour les hommes, pour s'investir dans leur travail, finir tard. Voilà. Et moi, j'aime bien dire que les hommes n'auraient pas les carrières et l'argent qu'ils ont sans le travail gratuit des femmes, parce que s'il fallait aller chercher son enfant à 17h30 à l'école, tu vois, là, ça bug, parce que le monde du travail aussi, il est formaté de façon à être très, très disponible, très investi. Et tu réussis si tu es quelqu'un qui n'a pas qui ne gère pas ses responsabilités familiales et parentales,
qui les délègue ou à sa conjointe ou à une autre femme qui est mal payée. Et surtout, ils s'en rendent pas compte. Moi, dans mon entourage, j'ai vu comme ça, c'est que quand ou la femme quitte, ou la femme fait la grève, ou en tout cas, où elle doit tout d'un coup travailler ailleurs que là où ils vivent, qu'ils réalisent, qu'ils sont là. Ah, en fait, putain, faut faire tout ça, quoi. Ah ouais. Et Toi, tu l'as vécu aussi. Oui, mais il aime pas trop que je le dise. Mais lui, il a découvert effectivement tout ce qu'il fallait faire. Parce que, par exemple, il faisait jamais il lançait jamais de lessive. Il avait ses pulls Carhartt à lavage 30 et me demandait de les sécher. Sur un et puis je crois qu'il a jamais vidé la poubelle, et puis il voyait que la vaisselle était finie parce que la lumière clignotait, mais comme ça, et en fait et puis toi tu veux pas être la relou, donc t'es là, c'est pas grave, et tu fais et en fait à la fin tu pètes un boulard. Et d'ailleurs une fois je me souviens, on était en train de se séparer et j'avais vu la fameuse lumière qui clignote et je lui dis mais en fait quand la lumière clignote tu le vides. Et il m'a dit, parce que je lui avais demandé d'accrocher un radiateur la semaine d'avant, il m'a dit oui, enfin quand il s'agit d'accrocher un radiateur, t'es bien contente, machin. Je lui dis, ouais, c'est bien de comparer un truc que tu fais une fois dans l'année versus un truc que je fais tous les jours. Et là, il n'y a plus quoi dire. Ça, voilà. Et ça, c'est... correspond à ce que tu disais d'ailleurs. Ça, c'est les études. C'est-à-dire que les femmes font 72% du travail domestique, et ce qu'elles font, c'est les trucs ingrats, éphémères, c'est la vaisselle, c'est les trucs que tu dois refaire au bout de 2 heures. Là où les hommes, ça va être les tâches plus valorisées. Remettre un meuble en état, tondre le gazon. Tu vois, j'ai monté la bibliothèque, tu vois, genre le truc, voilà. Et après, tu as aussi la répartition des dépenses. Donc là, moi, c'est ce que j'appelle Madame PQ, Monsieur Voiture. Dans la lignée des tâches domestiques, qui va faire les courses, tu vois. Bah, toi, tu achètes le PQ, les paquets de pâtes et tout. C'est des fournitures des enfants, ce qui n'est pas durable. Là où monsieur poste de dépenses moins chronophages mais plus valorisées, la voiture, l'écran plat, tu vois, le prêt, qui font que dans une séparation en plus en mode non mais t'inquiète pas, si t'as pas les moyens, je vais l'acheter, voilà. Etc. Sauf qu'au final en séparation, c'est un couple sur deux aujourd'hui. Voilà, t'en as un qui a la voiture qui repart avec la bagnole, l'appart, le truc, rien du tout, tu vois. Donc voilà. Et après, bon bah là t'as le le gros la séparation par non c'est ça, parler des enfants. Ah pardon, oui, c'est une sorte de séparation. Ouais, les enfants. Là les enfants, c'est-à-dire qu'un couple jusqu'ici, tu vois, conscientisé, égalitaire et tout machin, peut connaître les inégalités, parce que déjà on n'est pas égaux en tant que parents en France. Quand tu as un enfant, tu as droit à 16 semaines de congé maternité, 8 semaines obligatoires quand tu es une femme. Et quand tu es un homme, c'est 7 jours obligatoires et 28 jours max facultatifs. Donc déjà, tu instaures qu'il y en a un qui est plus parent que l'autre. Bon, tu vois, quand on parle de ça, on dit oui, mais les femmes, elles allaitent ou elles ont besoin de se reposer. Ah, mais elles ont besoin d'aide, en fait. Qui a dit que tu te reposais seule avec un nourrisson, avec un corps post-accouchement, tu vois, enfin, c'est juste la plus grosse arnaque du siècle. Au contraire, c'est de la maltraitance organisée de laisser une femme seule dans cet état-là, tu vois. Donc voilà, et ça crée des discriminations au travail, parce que être parent n'a pas les mêmes conséquences pour les hommes et pour les femmes. Donc ça, déjà, voilà. Après, tu as quand même un problème aussi en France de place de crèche. Aujourd'hui, si tu veux répondre aux besoins immédiats, parce qu'il y a des gens qui peuvent garder leur enfant eux-mêmes, tu vois, c'est leur droit. Si tu veux répondre aux besoins immédiats, il faut créer 200 000 places de crèche. Si tu veux proposer par principe une place à chaque enfant, il faut en créer 600 000. Donc tu as un parent sur 5 qui est forcé de garder lui-même son enfant parce que tu n'as pas de place en crèche. Dans 75% des couples, ce parent dans 75% des couples, c'est le mec qui gagne le plus. Donc, calcul pragmatique, tu vois, on ne leur jette pas des tomates dessus, hein, c'est logique. Bah, c'est madame qui va s'arrêter, qui va prendre un congé parental. Congé parental, 98% des femmes. Payer 400 € par mois. Voilà. Congé parental qui aggrave encore plus les discriminations au travail parce qu'elle a fait des mioches. On pensait que les femmes voulaient travailler, maintenant elles font des enfants. Tu vois. Elle s'arrête un an. Voilà. Une de mes sœurs, elle a eu 4 enfants, elle a dit merci de repeupler la France, tu vois. C'est vrai que tu te fais griller dans le travail, plus tu fais d'enfants. Hein. Voilà. Et plus tu fais d'enfants, tu regardes le taux d'activité des femmes, plus il y a d'enfants, plus ça baisse, plus ça baisse. Ouais, il y a tous ces, on va pas inonder de chiffres, tu vois, mais il y a tous les trucs dans le bouquin. Et ça, c'est si tu veux, le coût pour les femmes, il est énorme parce que c'est autant de revenus directement, de cotisations chômage, de cotisations retraite, d'épargne, d'investissement, de placement que tu n'auras pas. Et que du coup, parfois, partir, c'est impossible.
Voilà, et pour les hommes, évidemment, moi j'entends quand on dit oui, mais les hommes, ils mettent tout leur salaire au service de la famille, les femmes travaillent moins, mais eux, ils travaillent comme des dingues. Mais ils travaillent encore une fois grâce aux femmes. Et ils aiment pas forcément leur travail, tu vois, et ça, je peux vraiment l'entendre. Mais C'est fou, le alors truc, pourquoi ils c'est y passent que... autant de temps Comme Ouais. aux toilettes. C'est que c'est... Parce qu'ils ont des jobs de chiottes. Voilà. C'est que les bénéfices qui mettent au service de la famille restent en leur nom propre. Ça reste à long terme, ce que j'appelle la capitalisation long terme, c'est en leur nom propre. C'est-à-dire qu'après, au moment de la séparation, c'est un effort de synthèse, 20% de perte de niveau de vie en moyenne pour les femmes, 3% pour les hommes. La garde exclusive aux enfants est donnée dans 75% des décisions judiciaires aux femmes. 84% des familles monoparentales sont gérées par des femmes. Donc, moi, c'est ce que j'appelle syndrome Mary Poppins. Tu demandes à la personne qui a le moins de ressources, le moins de revenus, de faire le plus. Parce que j'ai une garde exclusive des enfants, c'est aussi un coup d'opportunité. C'est aussi les promotions que tu prendras pas, le taf que tu prendras pas avec des gros horaires, où tu cumules des jobs précaires, mal. Voilà. Parce que tu dois joindre les deux bouts. Et que les hommes, eux, gagnent du niveau de vie. Là où les femmes ont un risque de connaître la pauvreté de plus en plus élevé, plus elles sont d'enfants à charge. Donc là, tu as l'oncle relou qui dit « Ouais, mais les pensions alimentaires, les femmes saignent leur ex, tu vois. 170 € par mois par enfant. C'est la moyenne française. Pendant très longtemps, voilà. Donc c'est rien. 170 €, on est loin de saigner. T'as un simulateur de pension alimentaire, tu mets ton revenu, on te met combien ça te met par enfant. Plus t'as d'enfants, plus c'est dégressif. Et surtout, c'est défiscalisé, c'est ça Et c'est en train de changer. C'est en train de changer. Il y a une loi qui est en train de passer pour que ce soit plus défiscalisé. Là, ça change. Là, on est content. Mais sinon, c'est 13% de ton revenu, en fait. Donc, c'est pas fou, tu vois. Et en plus, quand t'es un homme qui gagne bien sa vie, qui est très investi dans sa carrière et qui n'a pas la garde de tes enfants, t'as encore plus de chances de te remettre facilement en couple, donc de retrouver des économies d'échelle avec quelqu'un qui fait les tâches domestiques pour toi. Et de répéter le problème à l'infini. Voilà. Avec une femme plus jeune. Qui ne sait pas dans quoi elle a mis les pieds. Voilà, et en plus, parce que souvent ce qu'on dit aux femmes pendant la séparation, c'est non, mais de toute façon, vos enfants hériteront. Sauf que le mec qui refait sa vie et qui refait 2 autres enfants, ça divise encore plus. Enfin, tu vois, bon, bref. Voilà, donc la séparation. Donc ça donne envie d'être en couple, tout ça. Et après, tu as le veuvage, c'est-à-dire que parfois, tu t'aimes jusqu'au bout. Enfin, du moins, tu restes ensemble jusqu'au bout. Du moins, tu restes ensemble. Bon, voilà. Et t'es veuve parce que plus de 85% des veuves sont des veuves. Oui, parce que les hommes meurent avant les femmes. Les hommes meurent parce qu'ils ont parce beaucoup qu'ils travaillé. Ont plus de comportements à risque, parce que la virilité, nanana. Parce qu'ils ont beaucoup travaillé aussi. Lisez le livre de Lucille Pétavin. Vous allez voir. Et donc, quand t'es veuve, là aussi, c'est un délire parce que tu dis, elle va hériter, elle va toucher la pension de réversion, donc l'investissement, la carrière de ce conjoint qu'elle a permis, elle va retrouver un peu, c'est un peu à elle quand même aussi. En fait, non. Parce que pour ça, il faut lire Le genre du capital, donc de Sybille Golac et Céline Bessières. Elle montre bien que dans la façon dont on gère l'héritage, on essaie à ce moment-là, quand papy meurt, de passer le maximum aux enfants. Parce qu'ils ont des projets, parce qu'il y a des études, parce qu'il y a des appartements achetés, parce qu'il y a des trucs et tout. Et la veuve, on lui laisse de quoi vivre, ok, tu vois. Pourquoi pas, mais pourquoi on n'adopte pas cette logique quand papy il est vivant, tu vois. C'est-à-dire que papy, et c'est le dessin que j'adore de Tiffany, papy il peut aller au casino, tu vois, avec une poule sur les genoux, tout claquer, c'est son argent, il fait ce qu'il veut, tu vois. Une veuve, elle peut pas faire ça. Déjà parce qu'une femme n'est pas supposée être libre, surtout à cet âge-là, et s'amuser, etc. Et puis du coup, c'est des dépenses irrationnelles, elle est hystérique, elle dilapide tout l'argent, elle fait n'importe quoi. Triste, voilà, et t'es censée être éplorée, seule et tout, c'est pas son argent, quoi. Donc voilà. Et après, t'as aussi la façon dont on gère les pensions de réversion. Donc la pension de réversion, c'est 50% de la retraite de votre conjoint que vous pouvez toucher en cas de décès si vous êtes marié, parce que si ça, je n'ai pas parlé, mais parce que les gens se marient quasiment, beaucoup moins aujourd'hui. Voilà, nous on fait partie d'une génération où on se marie moins, on est en union libre, on est en Pax, on se dit parce que le mariage c'est un truc de réac et tout machin. Sauf qu'en fait, quand t'es pas marié, t'as droit à rien. Non, parce que tu peux être marié en séparation de biens, c'est ça?
Oui, mais tu as quand même droit à l'héritage ou à une prestation compensatoire. Ok. Mais quand tu n'es pas marié, en fait, c'est vraiment... et ça, tu vois, moi, je vois des femmes de mon âge qui ajustent leur carrière pour la famille, qui font plus de tâches domestiques, qui se mettent à temps partiel et qui ne sont pas mariées. Et en cas de séparation, c'est rien, quoi. Et est-ce que c'est aux gens de se marier ? Non, parce qu'on a le droit de ne pas croire au mariage. Ce sera à l'État d'avoir une vision beaucoup plus moderne du couple. Ouais. Pas comme dans les années 60 où tu es marié, tu ne te sépares pas, tu mets tout en commun et tu es solidaire. Parce que ça aussi, l'État, si tu veux, entretient cette vision du couple où l'homme subvient aux besoins de la femme. Tu vois, et c'est pour ça que quand tu calcules le RSA, les APL, la prime d'activité, qui sont des aides individuelles, tu prends en compte les revenus du conjoint. Donc, tu donnes moins d'aide. Et donc ça pénalise les femmes, surtout. À côté de ça, l'État fait un cadeau fiscal aux hommes parce que quand on est en couple, en France, on paye moins d'impôts. Donc, tu dis, ouais, mesure super populaire qu'on ne peut pas retoucher parce que tout le monde est content de payer moins d'impôts quand il est en couple. Sauf qu'en fait, ça bénéficie majoritairement aux hommes les plus riches. Donc, tu fais un cadeau fiscal aux hommes et tu donnes moins aux femmes. Et après, pension de réversion, c'est conditionné à un plafond de ressources ou au fait de ne pas se remettre en couple dans certains régimes complémentaires. Je suis en train de réaliser, je réfléchis à votre, mais c'est aussi pas juste le couple, c'est aussi vraiment toute une structure. Ouais, c'est vraiment la société, tout encourage à ça. Et parce que c'est vrai que dans le livre, moi souvent, je pense que c'est juste le fait d'être en couple, mais c'est vraiment tout structurellement. Nous pousse trop là-dedans. T'as une vision du couple comme le modèle le plus, tu vois, avantageux. Mais c'est pas que le couple en l'état, c'est aussi dans cette société en l'état, quoi. C'est vraiment dans une société patriarcale où en fait, effectivement, rien n'est proposé pour les femmes quand elles se retrouvent séparées. Il y a pas d'aide, il y a rien. Non, bah tu vois, les familles monoparentales, je trouve que le sujet monte de plus en plus. T'as les livres de Maternité rebelle de Judith Duportail qui sortent. T'as le livre de Johanna Lucen, Mère solo. Tu vois, on parle de plus en plus de ces sujets-là, mais voilà, sinon, et dans le livre, c'est ce qu'on dit aussi, tu vois, c'est que ces dons-là, ces dévotions invisibles, ça ne sert pas que aux hommes, ça sert à la société entière, parce que si les femmes sont 60% des aidants, donc qui gèrent les personnes âgées, les enfants, qui fait aussi, tu vois, j'en parlais la dernière fois, tout le travail bénévole, associatif. Ouais. Tout le travail de care, c'est majoritairement les femmes. métiers sous-rémunérés parce que majoritairement féminins, alors que c'est les plus essentiels. Tu regardes le Covid, on a bien vu, tu vois, que le directeur Fleury-Michon, le directeur marketing de Fleury-Michon, il sert à rien, et l'infirmière, elle sert à quelque chose, tu vois. Et la mère au foyer, souvent quand tu parles de la reconnaissance du travail des mères au foyer, on se dit oulala, c'est un truc extrême droite et tout machin, mais en fait, c'est du travail qui a de la valeur pour la société, tu vois. Et c'est quoi déjà le chiffre la valeur du travail domestique? Ah, le travail domestique, c'est 292 milliards d'euros en équivalent PIB. Donc, si tu prends que 72% est fait par les femmes, c'est 210 milliards d'euros. Et aujourd'hui, en France, tu as 2 millions de femmes au foyer. L'arnaque, tu mets ce chiffre de la valorisation du travail domestique. Ouais. Et parce qu'au début, quand tu dis le couple hétéro est une arnaque, les gens, forcément, ils grimpent au plafond. Mais quand tu dis, en fait, c'est estimé à ça, à des milliards d'euros, qui permettent aux hommes de s'enrichir et qui laissent les femmes sur la paille quand elles se séparent, rien que là, tu as une preuve tangible et réelle, quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, ça ne s'arrange pas. Parce qu'on se dit, les inégalités de salaire diminuent, donc c'est cool. Et en fait, tu as une étude de l'INED qui montre que les inégalités de patrimoine, en 98, l'écart, c'était 9%, et en 2015, c'est 16%, entre hommes et femmes. Parce que la façon dont on gère les successions, et puis tu vois aussi, on se marie pas, on se marie en séparation de biens, sauf qu'en fait, on a un qui capitalise sur le long terme et l'autre pas, et au moment d'une séparation, merci bisous, tu vois. Et comment les femmes sont protégées par rapport à ça, pas bien. L'idée, moi souvent ce qu'on me dit c'est oui, mais nous on a un compte commun, donc ça va. C'est un peu la même phrase que mon cousin est sympa. Quand tu divorces, c'est bon, c'est fini, tu vois. Et les cotisations retraite et chômage, tu les partages pas. Et le compte commun, en plus, c'est aussi tapis rouge pour les violences économiques, parce que l'autre a un droit de regard. Comment tu... Ah là, ça te dépense, t'es un peu... Tu avais vraiment besoin de cette robe, tu vois. C'est des questions, c'est un droit... Enfin... C'est pas égalitaire, tu vois. Alors juste, parce que je voudrais pas accabler tout le monde, parce que là, du coup, on est en train de descendre dans un terrain très noir qui est que le couple, c'est vraiment une grosse arnaque. Le livre se veut aussi force de proposition. Ouais, il y a des pages roses à la fin. Nous avons fait exprès des pages roses.
Tiffany, faisons notre profession de foi. Ça finit bien, je vous rassure. Nous ne sommes pas contre les hommes. Non, ouais, Nous ne sommes pas contre l'amour. J'ai fait une interview l'autre jour, elle disait quelle est votre solution? Moi, j'étais là, le célibat. Et elle était là. Moi, j'ai de l'espoir dans les hommes. Moi, je pense que les hommes. Je pense que les hommes sont pas des affreux manipulateurs. Non, pas tous. Pervers narcissiques, égoïstes, qui exploitent les femmes, tu vois. Parce que nous, on met des décennies avant de se rendre compte de ça. Alors qu'on est les premières concernées, tu penses bien que eux. Il leur faudra des centaines. Tu vois, il faut. Non, mais il faut de la pédagogie. Tu vois, ça les concerne, mais ça les concerne, mais ils le subissent pas. Oui, mais justement, qu'est-ce qu'on disait, c'est que en fait, ils n'ont pas grand-chose à y gagner, quoi, en fait. Eux, vraiment. Ouais, mais en vrai, après, mais ça, voilà. À part, oui, je l'aime, donc je vais être un gentil mec, mais en général, c'est genre, putain, il va falloir que je fasse plus de tâches domestiques, perdre du fric. Tu pas en couple pour avoir une domestique gratos, tu vois, ou exploiter quelqu'un. C'est beau, mais parce que voilà, moi, je suis pleine d'espoir et de foi en l'humanité. Je pense qu'il y a plein d'hommes qui ont envie de plus s'impliquer dans leur vie de famille. Qui n'ont pas envie d'être les breadwinners, qui doivent gravir les échelons, à faire des horaires de fou. T'as quand même, tu vois, en dehors du couple, plein d'hommes aujourd'hui qui disent, moi j'ai envie de me reconvertir, j'ai envie de faire un travail, j'ai pas envie de cumuler les burn-out, j'ai pas envie de nourrir une société capitaliste qui pollue. On n'est pas contre le couple, on n'est pas contre les hommes, et à la fin, on voit la vie en rose avec, couple, tu vois, si on s'aimait autrement, à quoi ça ressemblerait. Mais la solution, on peut faire des choses à son échelle, mais la solution c'est de donner le livre aux mecs, voilà, pour qu'ils prennent conscience et puis effectivement au niveau du gouvernement, il faut que plein de choses changent. Tu vois, en fait, attends, j'ajoute un dernier chiffre. La conjugalisation de l'impôt, donc le fait de payer moins d'impôts quand tu es en couple, c'est au moins 11 milliards d'euros qui vont pas dans les caisses de l'État. Donc l'État bénéficierait du coup. Bah ouais. Qu'est-ce que tu fais avec 11 milliards d'euros? Tu rallonges un congé paternité. Pour Lucille qui est présidente. Nous allons récupérer cet argent. Tu peux déconjugaliser des presses. Tu vois, comme on a déconjugalisé l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé, parce que tout le monde trouvait ça dégueulasse, que une personne handicapée, parce que son conjoint, elle gagne plus, elle n'a pas son aide. Du coup, elle devient dépendante financièrement de son conjoint. On s'est indigné de ça, on peut s'indigner pour tout le reste. Tu vois, et déconjugaliser aussi. Donc l'argent, il est là. Il est là aussi, l'argent. J'en profite parce que Lucille Pétavin, c'est ma copine. Le coût de la virilité, tu vois, tout ce que les hommes coûtent à la société dans leur tous les en termes de justice, de population carcérale, tu vois, parce que Lucille, elle fait partie de l'observatoire. On a fait ensemble le coût de la maternité, la note sur le coût de la maternité, et on a mis en fait les hommes qui payent pas les pensions alimentaires, ils coûtent cher à l'État. C'est 157 millions d'euros par an. Que l'agence de recouvrement des impayés verse aux mères qui touchent pas, tu vois, les pensions ou pas entièrement. Donc c'est nous tous, on pallie, tu vois, pour les manquements des pères. Et ça coûte, ça coûte cher. Donc tu dis, nous, en fait, en tant que femmes, on paye des impôts, on enrichit les hommes, on a des métiers sous-payés. Les associations féministes sont pas subventionnées ou très mal. Les métiers du care sont sous-valorisés, enfin, tu vois, et en plus, on paye pour, tu vois. Donc c'est-à-dire que moi, quand je parle de ça, on me dit oui, mais ça coûte cher. Bah voilà. Ouais, et là, ton business plan, tu vois. Je vais te rebondir sur plein de trucs. Mais j'ai vu que tu avais fait un sujet sur ce renouveau des tradwives. Non, mais en fait, les tradwives, alors je sais pas si vous voyez ce que c'est. En gros, c'est des influenceuses américaines, beaucoup, ou britanniques, qui font des vidéos où elles ont le brushing de Marilyn Monroe, un tablier et riche, et qui font des vidéos où elles disent « To attract a masculine man, cooking, cleaning. » Tu vois? Ouais. Et donc, ils prônent un modèle où elles sont à la maison et elles sont dans des couples très, très traditionnels où monsieur est à l'extérieur, elles sont à l'intérieur et elles prennent soin de leur homme et la famille, c'est leur valeur cardinale et tout machin. Très bien. Moi, je jette pas du tout la pierre aux mères au foyer. Je peux tout à fait comprendre que le sens de ta vie, c'est de prendre soin des gens que t'aimes, de t'occuper toi-même de tes enfants et tout. Ce qui est triste, c'est que tu n'as aucune reconnaissance économique. Et dire je vais pas être mère au foyer parce que je pense à mes cotisations retraite et du coup je vais faire un job que tu vois, c'est triste. Donc voilà. Donc le but, c'est pas de jeter la pierre aux mères au foyer. Mais ces femmes-là, ce sont pas des mères au foyer. Ce sont des influenceuses. C'est-à-dire qu'elles travaillent.
C'est-à-dire qu'elles se font belles, elles font un script, elles ont une petite caméra, elles font un truc, elles pensent à la lumière, elles montent leur machin, elles font leur post Instagram et elles ont X milliers, dizaines de milliers, millions d'abonnés. Donc tu vois, elles prônent un modèle de dépendance, d'illusion de dépendance économique à leur mari qu'elles n'ont pas parce qu'elles auront des sponsors, parce qu'elles ont une communauté, donc elles ont un capital. Et c'est là où je trouve ça très hypocrite. C'est, tu vois, alors elle dit le féminisme, c'est d'avoir le choix. Ok, mais toi, en fait, tu es en train d'agiter un modèle sous les yeux qui va mettre en danger des femmes qui n'ont pas 2 millions d'abonnés. Tu ne parles pas des conséquences potentielles de cette dépendance économique qui fait qu'une fois que tu es dedans et que ça dure plusieurs années, 10 ans, 15 ans, si ton mec te quitte, tu es juste dans la merde, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est super. Moi je trouve ça très rageant, très hypocrite parce que c'est des influenceuses et pas des femmes au foyer. Parce qu'une femme au foyer, je veux dire qu'elle a pas le temps de faire des vidéos sur ça. Et c'est justement pour ça que tu milites pour un salaire domestique, non? Je dirais pas que je milite pour un salaire domestique. Moi je trouve que c'est une conversation qu'on devrait tous avoir ensemble. En respirant et sans se dire que c'est un truc d'extrême droite, parce que si tu laisses ça à l'extrême droite, bah là forcément on se coupe de plein de trucs, tu vois, de brainstorming créatif et tout. Est-ce qu'il faut verser un salaire? Le danger, c'est que si tu verses un salaire aux femmes au foyer, bah voilà, dans plein de couples, t'en as qui vont dire bah t'es payé pour rester à la maison et t'occuper des gosses, on va pas payer une nounou, fais-le toi-même, c'est bien. Et puis est-ce que ça va être un bon salaire? Ou est-ce que ça va être un salaire du Caire super précaire? Bah, l'État. Donc tu vois, tu as aussi ce truc de du coup, l'État paye des femmes qui travaillent gratuitement pour des mecs qui du coup vont faire, tu vois. Donc c'est compliqué. Moi, je pense que ça peut, il doit y avoir une reconnaissance parce que c'est un travail. Le travail, c'est pas ton contrat de travail, ton bulletin de salaire. C'est une activité qui crée de la valeur ou de l'opportunité pour quelqu'un d'autre que toi. Que ce soit ton mec, l'État, qui n'a pas à investir dans des crèches quand il manque 200 000 places pour les besoins immédiats. Donc c'est du travail, ça crée de la valeur. Très simple, si tu arrêtes de le faire, il y a plein de trucs qui se cassent la gueule. Donc ça, c'est du travail. Donc tu dois pouvoir le reconnaître d'une certaine façon sans être dans le déterminisme en enfermant les femmes à l'intérieur du foyer, tu vois. Donc, mais je pense que ça doit se discuter. Je pense que ça peut aussi rentrer dans une réflexion plus globale sur la valeur du care. Il faut vraiment que les hommes investissent plus l'espace domestique. C'est vu comme pas viril ou... et alors qu'en fait, ça se trouve, il y a plein d'hommes qui aimeraient bien plus le faire, mais qui peut-être aussi ont peur vu qu'on leur dit qu'il faut qu'ils soient le breadwinner, s'ils sont plus le breadwinner, qu'est-ce qu'ils sont? Et puis si c'est les dévirilisent par rapport à leur femme et que leur femme, elle a l'habitude que les hommes désirables, c'est des hommes indépendants financièrement, machin, et que tout d'un coup, enfin, il y a plein de trucs à déconstruire, mais très très bien de valoriser au niveau du salaire. Mais si c'est encore toujours les mêmes qui s'occupent et des enfants, ouais, mais si tu le valorises avec un très bon salaire, leur famille, est-ce que ça attirerait pas des hommes? Tu vois aussi, si tu mets un très bon salaire, quand même, tu mets un sucre au bout du chemin, peut-être que tu trempes dans le sucre, tu mets plein d'argent et peut-être que là ils voudront s'occuper de leurs enfants, tu vois. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, des personnes qui ont envie de prendre la parole, des commentaires? Anne-Laure Baratin qui tient le podcast Coucou. Genre de fille. Mais t'as pas pu comprendre, j'étais là, je suis myope, Anne-Laure. Elle a plissé les yeux comme ça, elle a fait. Mais je Elle nous a eu toutes les deux sur son podcast, je crois. Oui. Et moi, je voulais juste faire une remarque. Donc moi, j'ai lu la BD, je l'ai dévorée, j'ai trouvé ça hyper bien. Et je trouvais ça intéressant que vous insistiez sur... donc là, c'est plus quand on est marié. Et en fait, sur le fait qu'aujourd'hui, les contrats de mariage, on avait tendance à choisir la séparation de biens. Alors qu'en fait, nos grands-mères, c'était communauté. Et qu'en fait, elles étaient plus protégées que nous aujourd'hui. Et ça, je trouvais vraiment que c'était un truc... C'est fou de se dire qu'elles étaient plus protégées que nous aujourd'hui, quoi. Et nous, on Exactement. est là, ouais, je me marie pas parce que je suis libre. Et t'es là, mais je me fais bien plus niquer. Nous, on peut travailler. Ce qui est sympa, quoi. Mais c'est vrai que si tu veux, dans la... Enfin, il ne s'agit pas d'être nostalgique de ce temps-là, tu vois, parce que tu n'avais pas forcément le choix de travailler, ou voilà, tu étais assigné pas mal au foyer. Mais en fait, tu avais ce contrat un peu plus normalisé de, en fait, moi, je m'occupe du travail, de l'argent à l'extérieur, toi, tu es à l'intérieur, mais chacun, notre apport, qu'il soit matériel, financier ou immatériel, on construit ensemble.
Et ça a de la valeur, quoi. Tu vois. Là, aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un espèce... En fait, les mecs peuvent avoir les bénéfices d'avant avec les avantages d'aujourd'hui. Tu vois. Ouais. En plus, moi, ça m'a marqué parce que du coup, je l'ai vécu. Je suis mariée, je suis en séparation de biens et on a 3 enfants. Je ferais peut-être plus les mêmes choix, tu vois, en revenant en arrière. Et je trouvais ça hyper intéressant. Au début, tu te dis, OK, on se met en séparation de biens. Moi, j'avais monté ma boîte et tout, mais en fait, il faut être honnête. À part si tu montes un truc dans la pharma ou je sais pas quoi, ou là, mais en général, dans les statistiques, quand tu es une nana, tu fais du service et tout, tu vas pas, enfin voilà, tu vas te verser un salaire, etc. Et moi, je me suis rendu compte, après 10 ans de mariage, que j'étais un peu une statistique, en fait. Séparation de biens, le problème, c'est que si tu achètes une maison, ta part, elle va être beaucoup moins élevée que celle de ton conjoint. Alors qu'en gros, tu gagnais quasiment pareil 10 ans avant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ce que je veux dire, c'est que si tu sais que tu vas te marier, que tu vas avoir des enfants et que toi, ta vie pro, tu ne seras peut-être pas toujours salarié, il faut faire gaffe parce qu'en te mettant à ton compte et en te disant « ouais, je vais être indépendante, je vais pouvoir choisir mes horaires », tu peux avoir tendance, moi c'est ce qui s'est passé pour moi, à rester plus à la maison et donc en fait à te retrouver, voilà. C'est la variable d'ajustement. Et pourtant, je suis CSP+, machin, je lis, machin, c'est ça aussi. Mais bien sûr. Mais et moi, ça, je trouve ça hyper intéressant de le voir. Aussi, tu vois, quand parce qu'aussi, quand tu es salarié, et le monde du travail, ce qu'il est aujourd'hui, avec les horaires qu'on te demande de faire, versus les horaires de la crèche, il y a des pays où à 17h, il n'y a plus personne, tu vois, il y a une mouche qui vole dans l'open space. Voilà. Donc forcément, quand tu es indépendante, bah, tu es plus flexible et tout, et tu fais ce travail-là, quoi. Mais comme tu dis, des mecs aujourd'hui, ils ont une aide domestique, quelqu'un qui gère les gamins, et en plus, ils sont en séparation de biens. Et pour peu que tu fasses 50-50, bah, tu as plus d'épargne, tu as moins, en cas de séparation, tu gardes tout pour toi. Et tu as eu du temps, tu vois, d'économiser de tâches domestiques et tout, parce que tu avais, tu vois, quelqu'un à la maison qui faisait le taf. Ce qu'on appelle une boomeuse, j'ai 50 ans, une boomeuse, hein, voilà, mais assumée, avec une fille qui est étudiante en études de genre, donc qui m'envoie beaucoup de signaux et qui ne se rase pas, enfin voilà, tout ça. Et en fait... je suis surprise quand je vous écoute, parce que je venais pour découvrir votre discours, que je connais un petit peu, mais je pensais que justement, en tant que femme aujourd'hui de 35 ans, j'imagine, vous étiez... Moi, j'aurais dû dire que j'en avais 40. Voilà. Mais je suis surprise parce que je pensais que vous auriez une attitude avec justement les hommes qui font partie de votre vie. Alors, sachant que je suis la maman d'une fille et d'un garçon, que j'ai essayé d'éduquer de la même façon. Et aujourd'hui, j'ai un garçon de 18 ans qui parfois a des comportements problématiques. Et je me dis, mais j'ai raté quelque chose. Alors que je suis depuis très longtemps très engagée dans justement l'égalité homme-femme. Et je pensais que votre génération serait beaucoup plus avancée et serait finalement dans le foyer beaucoup plus sur un niveau d'égalité. Et donc je suis surprise en fait que finalement aujourd'hui, encore en 2024, le garçon se comporte encore de cette façon-là, comme un garçon qui est passé de sa maman à sa femme, qui est devenue la mère pour lui comme pour ses enfants. Et donc je me dis que ça va encore sauter peut-être une génération et que c'est finalement, par exemple, donc pour les mamans qui ont 50 ans, leur fille ou leur garçon de 20 ans aujourd'hui, qui vont mener ce combat justement de faire comprendre aux hommes qui occupent leur vie qu'ils doivent aussi prendre leur part dans la société française. C'est des échelles de temps. C'est-à-dire que ça peut vous dire, ah ben encore cette génération et tout, mais en fait, ça progresse quand même un peu. 1965, pour que les femmes aient leur propre compte en banque et puissent travailler sans l'accord de leur mari, c'était hier. Donc en fait, en 60 ans, on a fait des pas de géants de dingue à l'échelle d'une vie. C'est toujours frustrant, on se dit putain, mais encore, machin. Moi, je suis née en 89, dans les années 2000, quand j'étais adolescente, être féministe, c'était pas du tout un compliment. Aujourd'hui, autre chose. Autre chose. Voilà. Parce que merci les réseaux sociaux, parce que merci l'effet de masse des femmes qui parlent, qui ont toujours parlé, mais que là, on peut plus ignorer. Alors qu'avant, on pouvait les ignorer, ou on pouvait avoir un rédac chef qui dit non, on veut pas tel sujet parce que c'est un truc de bonne femme, on s'en fout. Là, on peut plus. Donc, voilà, l'échelle temps
on fait quand même des sacrés progrès. Les Oui, dédicaces. je vous propose Après, vous pouvez continuer la discussion, mais nous, on doit rendre les micros. Merci beaucoup à tous et à toutes. Bonne soirée.